Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On va débuter la conférence. Pour commencer, je tiens à tous vous remercier de nous avoir rejoints pour cette conférence qui est organisée par les jeunes de l'IHEDN. Avant de vous présenter notre invité, je tiens à vous présenter l'association pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas encore. Euh, les jeunes de l'IHEDN est la première association d'Europe et générationnelle sur les problématiques de sécurité et de défense. Elle a été créée en 1996 et elle permet aux jeunes de pouvoir s'investir au profit des grands enjeux d'avenir qui animent notre pays. Et depuis 2020, nous sommes reconnus d'intérêt général. En quelques mots, en quelques chiffres surtout, les jeunes, c'est quoi? C'est 355 événements, 89 publications, 13 vidéos et 5 task force qui ont été réalisées entre 2020 et 2021. Nous sommes présents à l'international dans 15 comités, 12 délégations régionales et 14 comités d'études. Et en parlant des comités d'études, on va faire un petit focus sur le comité de sécurité intérieure qui, du coup, organise cette conférence. Alors, nous sommes une centaine de membres militaires, policiers, réservistes, actifs, qui travaillent dans le public ou dans le privé, et des étudiants. Nous travaillons sur tous les sujets qui concernent la sécurité intérieure en France et grâce à plusieurs formats, via des task force, des publications, des ateliers, des visites de sites opérationnels, des podcasts et tout particulièrement pour les conférences, comme ce qui nous ramène aujourd'hui. Aujourd'hui, nous entamons du coup un cycle de conférences sur le terrorisme qui va se diviser en plusieurs webinaires. Donc aujourd'hui, on aura l'introduction au terrorisme et très prochainement, on continuera sur une conférence sur la radicalisation, une table ronde sur les attentats et pour finir, une conférence sur le renseignement. Et c'est avec un grand plaisir que nous recevons Guillaume Fard, qui a de multiples casquettes, professeur, chercheur à Sciences Po, qui travaille à la rédaction chez BFM également, auteur d'ouvrages et d'articles relatifs aux enjeux de la sécurité. C'est un grand honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui, Guillaume. Merci de votre invitation, chère Johanna, et merci aux jeunes de l'IHEDN surtout. Une association de jeunes, alors moi je suis un vieux jeune, ou un jeune vieux, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire, mais j'ai connu l'IHEDN jeune avant que l'association ne s'appelle les jeunes IHEDN. Elle s'appelait alors l'Association nationale des auditeurs jeunes de l'IHEDN, ANAJ IHEDN. J'ai connu et eu plaisir à côtoyer ces présidents et présidentes passés. Et donc, c'est avec un grand plaisir et non sans une certaine émotion que j'interviens devant vous ce soir pour inaugurer un cycle de conférences dont j'ai compris que je l'ouvrais sur le terrorisme, donc sur la question de la lutte antiterroriste, et que donc il était attendu de ma part que je tienne un propos plutôt introductif pour amorcer tous les échanges fructueux, je l'espère, à venir sur ces questions de lutte antiterroriste en France et à l'international. Pour ce faire, moi, je vais articuler mon propos en trois temps, de façon très simple, et puis ensuite, je vous propose qu'on passe assez rapidement aux questions, de sorte à ne pas écouter un monologue de ma part, mais à ce qu'il y ait une véritable interaction entre nous toutes et tous. Le premier temps, c'est un temps de définition. Vous vous lancez dans un cycle de conférences sur le terrorisme, donc autant essayer de définir la notion. Le deuxième temps, c'est un temps sur l'état de la menace, puisque la menace terroriste est cyclique et depuis 2012 à tout le moins, nous sommes rentrés dans un cycle, le dernier pour le moment, peut-être que d'autres s'ouvriront dans le futur, mais en tout cas celui-ci n'est pas refermé. Et en dernier lieu, je parlerai des réponses, des politiques publiques de lutte antiterroriste, puisque la lutte contre le terrorisme, c'est une politique publique, et donc j'en dessinerai un peu les contours et les principaux enjeux, voilà, pour ma prise de parole. Sans plus attendre, je vous propose de commencer par le temps de définition, avec une question toute simple: qu'est-ce que le terrorisme? Puisque autour de cette notion de terrorisme, il y a des enjeux qui sont des enjeux de définition. La définition du terrorisme
est plurivoque. Il y a de multiples définitions du terrorisme. C'est un concept qui est d'ailleurs débattu. La notion même est débattue sur le plan académique, parce qu'il y a un enjeu sémantique et même un enjeu politique derrière l'enjeu sémantique. C'est une notion, le terrorisme, qui varie dans le temps, qui varie dans l'espace. Selon les époques, selon les lieux, on n'en retient pas la même définition. Dans le cas français, il faut d'abord partir de l'origine étymologique. Terrorisme, terreur 18e siècle, fin du 18e siècle, le régime de la terreur sous la Révolution française. À ce moment-là, le terrorisme en tant que concept est formalisé, mais il désigne une violence d'État ou une violence de l'État. Les terroristes, ceux qui terrorisent, ce sont ceux qui ont mis en place ce régime de la terreur dans le cadre d'un comité de salut public. Je ne refais pas l'histoire de la Révolution française, avec notamment l'action de Robespierre, mais c'est un terrorisme qui est un terrorisme de l'État, en tout cas on terrorise la population. La bascule sémantique, c'est-à-dire le moment où on bascule d'un terrorisme de l'État vers une violence politique contre l'État, la bascule sémantique, c'est le 19e siècle. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, notamment et singulièrement en Europe, le terrorisme ne désigne plus tellement une violence de l'État contre sa population qu'une violence politique exercée par certains contre l'État, contre les institutions. Les premiers, historiquement, à théoriser cela, ce sont les anarchistes qui mettent en place la fameuse propagande par le fait, c'est-à-dire cette idée qui consiste à penser que parce que on aura recours à de la violence, à une violence sidérante, on sensibilisera les opinions publiques, les masses, au bien fondé d'une cause. Exemple typique, l'anarchisme russe, qui conduit d'ailleurs en 1880 à l'assassinat du tsar Alexandre II, c'est ni plus ni moins que cette violence politique extrême, brutale, qui a pour but de choquer et de sidérer les opinions publiques pour attirer leur attention sur une cause. Donc on est déjà d'ailleurs à ce moment-là de l'histoire dans une logique de médiatisation, en tout cas de publicité de l'acte terroriste, on y reviendra, mais la propagande par le fait, c'est cela. D'autres vont s'engouffrer dans la brèche, c'est-à-dire considérer qu'il faut faire preuve de violence pour faire avancer des causes politiques. On peut penser au début du XXe siècle aux nationalistes irlandais. Rien à voir avec l'anarchisme, mais l'action de l'IRA, de l'armée révolutionnaire irlandaise, dans les années 20, avec Eamon de Valera, Michael Collins, enfin, toute cette époque-là, c'est ni plus ni moins que la mise en place d'une violence politique tournée contre les institutions, contre l'État britannique présent en Irlande, et par une série d'actes violents bien ciblés, donc des assassinats, des attaques à la bombe, de là aussi essayer de faire progresser, avancer une cause politique qui est celle de l'indépendance de l'Irlande, qui conduira ensuite au traité des années 20 avec la partition de l'Irlande, l'Irlande du Sud, l'Irlande du Nord, telle que vous la connaissez. Les mêmes pratiques, on peut aussi les retrouver chez les nationalistes serbes au début du XXe siècle. Même chose, volonté de créer une Yougoslavie en unifiant Serbes et Bosniaques. Les Serbes indépendants, émancipés de l'Empire austro-hongrois, qui organisent des attentats, notamment en Bosnie. Le plus célèbre, c'est l'attentat de Sarajevo du 28 juin 1914, mais on est, voilà, au XIXe siècle, passé dans une autre dimension, qui est celle de la violence politique, tournée contre des États, contre des impérialismes, dans le but de faire progresser une cause ou une idéologie. Et donc, à ce moment-là, le terrorisme va désigner ce processus de violence politique. Une fois qu'on dit cela, est-ce que ça nous aide à définir le terrorisme? Un peu. Ça veut dire que, en tout cas, le terrorisme devient une catégorie politique d'un adversaire particulier. C'est-à-dire que les États vont considérer que certains de leurs adversaires sont des terroristes. Mais au fond, selon quels critères? Qu'est-ce qui fait de vous un terroriste? On peut considérer qu'on est tous quelque part le terroriste de quelqu'un.
Il suffit de prendre le code pénal et d'aller regarder comment la loi du 9 septembre 1986 définit le terrorisme. Bien, d'abord, la loi et le code pénal ne définissent pas le terrorisme, définissent des actes terroristes. Et ces actes terroristes sont définis comme des entreprises individuelles ou collectives visant à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Autrement dit, est terroriste ce qui terrorise et est considéré comme un acte de terrorisme ce qui vise à semer la terreur. Mais donc, on est en plein dans une définition tautologique. Et au bout du bout, qui décide de qui est terroriste? Bien, les États. Et selon que les États sont démocratiques ou pas, selon qu'ils vont avoir telle ou telle sensibilité politique parmi ceux qu'il y aura telle ou telle sensibilité politique parmi ceux qui les dirigent, on peut avoir des variations dans l'appréhension de ce qu'est le terrorisme. Et même au sein de notre propre État, en France, voyez comment les Corses considèrent certains terroristes, ils les appellent prisonniers politiques, ils ne reconnaissent absolument pas qu'il s'agit de terroristes, alors même que d'autres, et la majorité d'entre nous, vont considérer ou va considérer que les assassins du préfet Erignac ont commis un acte de terrorisme. Mais on pourrait prendre l'exemple des mouvements tels que le Hamas, tels que l'OLP, tels que le Fatah, etc., et voir que chez certains, ce sont des organisations considérées comme des organisations de résistance à l'occupant israélien, que d'autres sont considérés pour les Israéliens comme des terroristes. Enfin, vous voyez que c'est une notion qui varie. Pourquoi? Parce qu'en fait, le terrorisme ou le terroriste, ça désigne tout simplement une catégorie particulière d'ennemis que l'on veut distinguer et que l'on veut distinguer politiquement. Parce qu'après tout, on pourrait considérer que celui qui tue commet des actes criminels et que ces actes criminels peuvent être judiciarisés comme tels. Pourquoi créer une catégorie spécifique? Pourquoi créer quelque part un droit spécifique d'un ennemi particulier qu'est le terroriste? Tout simplement parce que on vise à anathémiser l'adversaire, c'est-à-dire qu'on veut créer chez le terroriste un adversaire à part, un adversaire que l'on va combattre distinctement, un adversaire qui n'est pas exactement le même que les criminels, que les adversaires militaires, que les rivaux dans les relations internationales. Mais on crée ainsi une catégorie singulière qui est une catégorie politique. Alors, une fois que on s'est accordé sur le caractère éminemment relatif de la notion, on a dit, bon, finalement, le terrorisme, c'est une notion politique, donc relative. On peut désigner comme terroriste un tel, qui pourra d'ailleurs rejeter la définition et ne pas du tout se reconnaître comme tel, ou au contraire, la revendiquer et l'épouser. Bien, donc, ça voudrait dire qu'on serait dans le relativisme le plus total et que donc, il n'y aurait pas de définition du terrorisme. Il y en a, en tout cas, on peut essayer si on veut avoir une définition du terrorisme, on peut tout de même essayer de distinguer quelques critères, et quelques critères qui sont des invariants, notamment dans le temps et dans l'espace. Parmi ces invariants, j'en retiens pour ma part trois. Il y a la question du recours à la violence, il y a la question psychologique et médiatique, et il y a la question ou le critère de la motivation politique. Je pense que ce sont trois bons invariants si on veut définir convenablement le terrorisme. Le premier, c'est que tout terroriste, dans le temps ou dans l'espace, a recours à la violence. Et ça, c'est probablement un critère. Le terrorisme est un mode d'expression de la violence, ou en tout cas, la violence est le moyen qui permet de parvenir à une fin. Et donc, les terroristes, où qu'ils soient, où qu'ils agissent, ont recours à la violence et à la violence de masse. Ils ont recours aux attentats. Et donc, ils ont recours à une forme de brutalité, et c'est ce qui les distingue, et c'est absolument indéniable de ce point de vue. Deuxième critère d'objectivation, c'est la dimension psychologique et médiatique. Le terroriste vise à créer un choc, une forme de sidération, et quelque part, son acte a des effets psychologiques qui sont sans commune mesure avec ses effets physiques. Je veux dire par là que aller assassiner une personne en particulier, en termes de décompte un peu morbide, vous avez une victime au bilan. Et pourtant, pour une victime, vous pouvez avoir des dégâts psychologiques dans l'opinion publique qui sont
absolument considérable. Pour quelle raison? Par le jeu de ce qu'on appelle l'interchangeabilité, c'est-à-dire que les victimes se ressentent comme ou en empathie, ou en telle empathie, ou en telle commisération avec la victime physique de l'acte terroriste, qu'elle s'imagine que cela pourrait être aussi elle, à la place de cette victime. Et donc, ça crée sur elle un effet psychologique majeur. Quelques exemples pour comprendre. Prenez l'attentat de Magnanville en 2016. Vous avez un couple de policiers qui est assassiné à son domicile. Au bilan, 2 victimes. Et pourtant, des effets psychologiques majeurs qui sont que l'ensemble des fonctionnaires de la police nationale et au-delà, les gendarmes, etc., ressentent une forme d'insécurité en se disant mais au fond, ça aurait pu être moi, j'aurais pu être ce policier, ces policiers, ce couple de policiers qui n'est pas en sécurité à son domicile et qui est victime d'un attentat terroriste à domicile. Pareil, les attentats du 13 novembre 2015, prenez le cas des terrasses, les attentats en terrasse. Les attentats en terrasse font quelques dizaines de victimes. On peut considérer que, toutes choses égales par ailleurs, on n'est pas dans l'ordre des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de victimes, et pourtant, cela crée un effet de sidération absolument majeur, où toute personne qui, où que ce soit dans le pays, va prendre un verre en terrasse, se dit, mais au fond, ça pourrait être moi, et c'est cela, ce sentiment d'interchangeabilité des victimes, qui fait que personne ne se sent en sécurité nulle part face au terrorisme. Il y a même eu, lors de l'attentat de Trèbes en mars 2018, une personne qui a été victime, enfin même deux, d'un attentat terroriste dans un super U à Trèbes, dans une petite commune de la France rurale. Et donc, ce sentiment d'interchangeabilité joue à plein, parce que vous pouvez vous sentir personne âgée en milieu rural qui va faire ses courses dans un super U et vous dire, bah, moi aussi, je pourrais être victime du terrorisme. Donc, dimension psychologique extrêmement forte, parce que les conséquences ne sont pas corrélées au nombre de victimes. Les effets psychologiques sont incommensurablement plus importants que les effets physiques, et c'est une des particularités du terrorisme, et c'est la raison pour laquelle les terroristes recherchent l'exposition médiatique maximale de leur action, et donc recherchent une publicité très importante. Les attentats du 11 septembre 2001, c'est ça, c'est avec quelques moyens qui sont quand même pas considérables. On va détourner des avions, on les crache sur un certain nombre d'objectifs, dont les tours jumelles, et le monde entier voit l'attentat terroriste. Et ainsi, Al-Qaïda montre que l'Amérique n'est plus ou n'est pas en sécurité. Donc, deuxième critère. Et le troisième critère, c'est la motivation politique. Les organisations terroristes poursuivent un but, une finalité politique, avec une volonté de déstabilisation, alors politique, institutionnelle, sociale, mais en tout cas, il y a un projet. Il y a un projet politique derrière, et donc le recours à la violence, c'est le moyen pour atteindre une fin qui est une fin politique. Ça peut être renverser un État, ça peut être transformer une société, ça peut être s'en prendre à un gouvernement, etc. Mais en tout cas, il y a un projet. Je crois qu'on tient là 3 critères d'objectivation pour définir ce qu'est le terrorisme. Alors maintenant, si je m'arrête un instant sur le cas français et sur la menace terroriste en France, c'est le deuxième temps de mon propos. Dans le cas français, le terrorisme, au moins depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose d'assez cyclique. Il y a eu des vagues, notamment du terrorisme, on en a connu dans les années 80. C'était la période où le Hezbollah, notamment, frappait la France. On en a connu dans les années 90 avec le Gelia, le groupe islamique armé qui, depuis l'Algérie, avait tenté d'exporter sur notre sol en France un conflit algéro-algérien. Et donc, il y a eu un certain nombre d'attentats qui ont été perpétrés en France, celui du RER Saint-Michel, les attentats aussi de l'école juive à Villeurbanne. Enfin, il y a eu toute une série d'attentats dont l'auteur était, en tout cas le cerveau était Khaled Kelkal, qui a été ensuite retrouvé puis neutralisé. Mais donc on a cette vague-là. Et ensuite, entre 1996 et 2012, donc entre l'attentat de Port-Royal, du RER de Port-Royal, qui est d'ailleurs un attentat toujours non attribué, non revendiqué à ce jour, et les attentats perpétrés il y a 10 ans par Mohamed Merah en mars 2012, il n'y a plus de morts
en France dans des attentats terroristes. Donc il y a 16 années de relative tranquillité, en tout cas sur le plan des personnes qui décèdent dans le cadre d'attentats terroristes. Et donc, on avait le sentiment d'une relative quiétude sur ce front-là. Alors, ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait plus de lutte antiterroriste, qu'il n'y avait plus de politique publique de lutte contre le terrorisme. Il restait le terrorisme basque, le terrorisme corse, notamment, qui donnait d'ailleurs une certaine activité à nos services de renseignement de l'époque, donc des années 2000, qui étaient les renseignements généraux et la direction de la surveillance du territoire, la DST, pour ce qui était des services de renseignement intérieur. Mais il n'y avait pas eu de victimes au sens de personnes tuées dans des attentats. Et puis 2012, on ouvre un autre cycle qui n'est pas refermé aujourd'hui. Les attentats de Mohamed Merah en 2012 ont pu être pensés au départ comme une sorte de parenthèse. D'ailleurs, le directeur central du renseignement intérieur de l'époque, qui est le préfet Bernard Squarcini, avait parlé de loup solitaire. Alors, rétrospectivement, beaucoup l'ont critiqué, peut-être un peu sévèrement, en disant « mais non, vous étiez complètement trompé ». Mais il faut aussi se replacer dans le contexte de l'époque, où il est difficile de percevoir que Mohamed Merah est en fait un prototype de beaucoup des terroristes qui vont frapper la France à compter de 2015, et que quelque part, Mohamed Merah était un précurseur mortifère, qui avait déjà été en zone afghano-pakistanaise, qui s'était entraîné, qui avait commis des attentats méthodiquement préparés, qui avait visé aussi bien des militaires français, donc qui incarnaient la République par le port de l'uniforme, mais aussi des membres de la communauté juive en France, avec les attentats de l'école Ozar Hatorah, et tout cela était méthodiquement préparé, et jusqu'à son affrontement avec le RAID à Toulouse, qui fait d'ailleurs basculer la lutte contre le terrorisme aussi sur le plan du contre-terrorisme. Et on comprend, sans le comprendre véritablement, en 2012, que les négociations ne seront plus possibles, à dire vrai, avec les auteurs d'actes terroristes, qu'ils rechercheront ce que les Américains appellent le suicide by cops, c'est-à-dire l'affrontement avec les forces de l'ordre jusqu'à la mort. Et donc, quelque part, Mohamed Merah est précurseur. Mais ça, on ne le voit pas tout de suite. Ce que l'on mesure bien, en revanche, à partir de 2014, c'est l'inflation du nombre de départs de citoyens français en zone syro-irakienne pour y rejoindre les rangs d'organisations terroristes internationales, soit affiliées à Al-Qaïda, soit qui plus tard deviendront des organisations qui rallieront, enfin, qui seront à l'origine de ce qu'est Daesh, ou même Daesh en tant que tel. Mais on a des citoyens français qui partent rejoindre Al-Qaïda, rejoindre le Jabhat al-Nusra, rejoindre ensuite l'État islamique. Et entre 2012 et 2018, on a quand même plus de 2000 Français qui s'en vont. Et depuis la zone syro-irakienne, certains d'entre eux vont bénéficier de moyens pour frapper la France, organiser des attentats qui sont des attentats relativement complexes. Et c'est notamment le fameux Oussama Attar, qui est jugé par contumace, d'ailleurs, dans le cadre du procès attendu du 13 novembre, qui va mandater, missionner Abdelhamid Abaoud, qui est le cerveau des attentats du 13 novembre 2015, pour être à l'origine des pires attentats qu'a connu la France sous l'histoire de la Ve République. C'est ce qu'on appelle le terrorisme de projection, c'est-à-dire des attentats relativement sophistiqués, préparés depuis l'extérieur de notre territoire, en l'occurrence depuis la zone syro-irakienne, depuis la Belgique aussi. Et ces attentats-là sont des attentats relativement sophistiqués. Cela va conduire à l'intervention militaire, notamment en zone syro-irakienne, dans le cadre de l'opération Chamal, à l'affaiblissement puis à l'annihilation de l'État islamique en Syrie et au Levant. Et partant de là, la menace d'attentats complexes organisés depuis l'extérieur du territoire va considérablement diminuer et s'amoindrir. Ça ne veut pas dire que la menace terroriste disparaît, et elle ne disparaît absolument pas, puisque en France, depuis 2015, il y a des attentats terroristes meurtriers tous les ans, sans aucune exception. 2015, on pense bien sûr aux attentats des 7 et 9 janvier 2015, de Charlie Hypercacher, aux attentats du 13 novembre 2015, mais en 2016, on a les attentats de Magnanville, on a l'attentat de Nice, on a l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, qui sont des attentats terroristes meurtriers
En 2017, il y a l'attentat qui, juste avant les élections d'ailleurs présidentielles, coûte la vie à Xavier Jugelé. On a l'attentat de la gare Saint-Charles à Marseille. En 2018, les attentats de Trèbes, l'attentat meurtrier du quartier de l'Opéra à Paris, l'attentat de Strasbourg, bien sûr. Et puis, en 2019, d'autres attentats meurtriers, celui perpétré par Michael Harpon dans les locaux même de la préfecture de police de Paris le 3 octobre 2019. 2020, on a également toute une série d'attentats meurtriers à Villejuif le 3 janvier 2020. On en a un autre qui est commis à Romans-sur-Isère en plein confinement le 4 avril 2020. On a l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine qui coûte la vie à Samuel Paty. On a l'attentat de la basilique Notre-Dame de Nice. 2021, l'année dernière, le 23 avril, c'est Stéphanie Monfermé qui perd la vie à Rambouillet. Et même cette année 2022, Yvan Colonna est victime du terrorisme islamiste, puisque c'est un détenu condamné pour des faits de terrorisme djihadiste qui tue Yvan Colonna en détention. Et le parquet national antiterroriste est saisi de l'enquête ouverte du chef d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Donc, tous les ans, depuis 2015, il y a des morts du terrorisme. Ce qui fait que le président de la République, en 2018, après les attentats de Trèbes, parle de terrorisme endogène pour caractériser la menace, c'est-à-dire que sur notre sol, il y aurait des individus qui seraient plus particulièrement sensibles, plus particulièrement réceptifs à l'idéologie djihadiste et prêts à passer à l'acte avec peu ou pas de moyens. Le plus souvent avec très peu de moyens. Il faut remonter à l'attentat qui a été perpétré à Strasbourg en décembre 2018 pour retrouver l'usage d'une arme à feu. Et dans le cadre d'un attentat terroriste meurtrier, et encore, quelle arme? Il s'agissait d'un pistolet d'ordonnance de 1892, qui est une arme de collection, parce que l'auteur a eu du mal à se procurer une arme de capacité plus importante. Et donc, on est là vraiment dans ce qu'on peut appeler le terrorisme low cost, en tout cas, qui mobilise assez peu de moyens pour passer à l'acte. Qui concerne quand même un certain nombre de personnes. Au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, on a 22 000 noms. Sur ces 22 000, il y a 8 000 fiches qui sont dites actives, c'est-à-dire alimentées régulièrement par les services de renseignement. Et sur ces 8 000, il y en a même 1 000 qui concernent des individus dont on dit qu'ils sont plus particulièrement dangereux, c'est-à-dire pour lesquels le passage à l'acte pourrait être imminent, ou en tout cas possible, probable, et qui font l'objet d'une surveillance accrue par nos services de renseignement. À cela s'ajoute la problématique des revenants. Il y a un certain nombre de Français, je le disais, au moins 2000 qui sont partis en zone syro-irakienne entre 2012 et 2018. Tous ne sont pas décédés. Certains s'apprêtent à revenir. Certains sont revenus, plusieurs centaines. D'autres ont été rapatriés, un peu moins de 300, entre 200 et 300. Ils sont pris en compte, bien sûr, par nos services de justice et nos services de renseignement. Mais ces personnes représentent, bien sûr, une menace. Sans parler des personnes qui sont ou condamnées pour des faits de terrorisme, un petit peu moins de 500, environ 450 personnes étaient encore sous ce statut-là dans les prisons françaises à la fin de l'année dernière, d'autres radicalisées en prison, environ 650, ce qui porte à 1100 personnes, 1200 personnes, le nombre de détenus radicalisés ou condamnés pour des faits de terrorisme dans les prisons françaises. Et puis, ils ont vocation pour certains à sortir. Une centaine est sortie en 2020. Un peu moins d'une centaine, environ 80 en 2021. En 2022, c'est une cinquantaine qui est concernée. Et donc, ces personnes-là, même une fois ayant purgé leur peine, restent bien sûr une menace, ou représentent toujours une menace pour la société française, ce qui veut dire que, en réalité, la menace du terrorisme djihadiste est une menace qui est à la fois élevée, puisque des attentats tous les ans, considéré meurtrier tous les ans, on peut considérer que la menace est élevée. Et encore, je n'ai même pas parlé des attentats déjoués, quasiment une quarantaine depuis le début du quinquennat, ce qui veut dire qu'il y a un attentat déjoué tous les 2 mois et demi en moyenne, donc menace élevée. Menace complètement décentralisée, puisque ça concerne l'ensemble du territoire national. Il n'y a pas de commune qui soit plus particulièrement à l'abri. Le terrorisme djihadiste n'est pas un phénomène ni parisien, ni francilien, ni de grandes villes. Ça concerne aussi bien les territoires ruraux, les petites villes que les grandes villes. Et enfin, une menace durable, puisque, comme je vous l'ai indiqué, il y a un nombre de Français,
de citoyens relativement importants, suivis par nos services de renseignement. En dernier lieu, peut-être faire un tour d'horizon rapide, et je m'arrête là avant que l'on échange au travers de questions, de ce qui a été fait depuis 2012 pour lutter contre le terrorisme. Puisque je disais, depuis 2012, on a ouvert un nouveau cycle. Nos dirigeants, les gouvernements, qu'il s'agisse des gouvernements sous le quinquennat de François Hollande ou sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, ne sont pas restés inactifs, loin s'en faut. Beaucoup de mesures ont été prises. Sous le quinquennat de François Hollande, je pense que c'est sous ce quinquennat-là que le plus de mesures en termes de politique publique de lutte contre le terrorisme ont été prises. Et pour cause, c'était la période où la menace était de très loin la plus élevée, la plus intense, et où le nombre d'attentats meurtriers était le plus important. D'abord, dans les mesures, il y a eu des augmentations significatives de budget. Donc, les moyens des services de renseignement ont été considérablement renforcés. Sous le quinquennat de François Hollande, on a même refondu complètement le renseignement intérieur. La suppression en 2008 sous Nicolas Sarkozy de la direction centrale des renseignements généraux avait tout de même affaibli notre outil de renseignement intérieur. Plusieurs rapports ont démontré que ce qui a succédé à la direction centrale des renseignements généraux, c'est-à-dire cette fameuse sous-direction d'information générale rattachée à la direction centrale du renseignement intérieur, ne fonctionnait pas. Et donc, on a créé en 2014 une direction générale de la sécurité intérieure, la fameuse DGSI. On a créé un service central du renseignement territorial la même année. La loi du 3 juin 2016 a permis au bureau du renseignement pénitentiaire d'évoluer en un simple service qui était chargé de prévenir les mutineries carcérales et les projets d'évasion en un service de renseignement pénitentiaire. Et donc, depuis 2019, on a un service national du renseignement pénitentiaire. Donc, il y a eu un très grand nombre de réformes de nos services de renseignement. Il y a eu un très gros travail qui a été fait sur les procédures de signalement de la radicalisation avec tous les dispositifs, notamment en préfecture. Le rôle de l'UCLAT qui a été là aussi renforcé, puis l'UCLAT a rejoint, enfin l'unité de coordination pour la lutte antiterroriste a rejoint la direction générale de la sécurité intérieure il y a peu de temps. Plusieurs lois antiterroristes, aussi les principales ont été votées sous le quinquennat de François Hollande, la loi du 13 novembre 2014, qui notamment crée l'infraction d'apologie du terrorisme. On a eu la loi fondatrice majeure sur le renseignement de 2015, qui a été ensuite réactualisée en 2021. On a eu la loi du 3 juin 2016, qui a porté au maximum les peines encourues pour les crimes terroristes. On a eu la loi du 28 février 2017 sur la légitime défense en cas de périple meurtrier. Bon, bref, il y a eu de multiples lois. Il y a eu aussi la réforme du schéma national d'intervention. Évolution majeure encore pour nos forces d'intervention, pour le RAID, pour le GIGN, pour même tout primo-arrivant sur un lieu d'attentat terroriste qui devient, outre primo-arrivant, primo-intervenant, et ça c'est une rupture considérable dans les doctrines en matière de contre-terrorisme. Auparavant, celui qui arrivait, gelait la scène, mettait en place un périmètre de sécurité, appelait les forces d'intervention. Aujourd'hui, on lui demande d'intervenir, on lui demande d'aller secourir les victimes potentielles d'attentats terroristes, et ce qui fait que des policiers municipaux ont pu se retrouver en première ligne, même des agents de sécurité privée ont pu se retrouver en première ligne, et donc là aussi, un très grand nombre d'enseignements ont été tirés, et malgré cela, la lutte contre le terrorisme reste une politique publique de temps long, qui nécessite des efforts dans la durée. Ces efforts ont été bien évidemment entrepris. Je disais qu'il y a eu un rehaussement des moyens. Ce rehaussement des moyens ne s'est pas interrompu sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, loin s'en faut. Maintenant, il ne faudrait pas considérer que parce que il y a peut-être moins d'attentats terroristes meurtriers qu'il n'y en avait il y a encore de cela 5 ans, 6 ans, que la menace serait amoindrie. Absolument pas, je pense que ce serait une erreur majeure, que parce qu'il y aurait moins d'attentats, il faudrait peut-être réduire la voilure ou couper un certain nombre de budgets. Je ne le crois pas non plus. On a vu les dégâts que cela a pu faire sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et donc, cette politique publique de lutte contre le terrorisme reste une politique de temps long. Et ce sont, je pense, de longs et pénibles efforts qui sont encore par devant nous, parce que on est face aussi à une idéologie qui parvient à toucher des individus, des femmes et des hommes qui sont en rupture avec un système de valeurs, celle de la République, avec un projet de société, celle du vouloir vivre ensemble dans le cadre de la nation française,
et qui, étant en rupture et étant plus particulièrement perméable à ces idéologies, décide de passer à l'acte. Et donc, et j'en termine là, la lutte contre le terrorisme, ça n'est pas qu'une affaire de sécurité et de renseignement, c'est aussi une affaire de vigilance citoyenne, c'est aussi une affaire de projet de combat politique. Et donc, c'est une politique publique multidimensionnelle qui fait appel à des aspects éducatifs, de santé publique, de politique de la ville, de politique du logement. Et donc, ça nécessite aussi un enjeu très fort de coordination et surtout de constance, parce que sans constance, il n'y aura pas de politique efficace de lutte contre le terrorisme. Voilà ce que je voulais vous dire dans le temps qui m'est imparti. Je vous propose de prendre des questions dans l'ordre que vous voulez. Je vérifie ma montre, mais ça va, je crois que je n'ai pas excédé la demi-heure, ou pas trop excédé la demi-heure de temps imparti, et je vous propose que l'on échange jusqu'à ce que vous en ayez assez d'échanger avec moi. Donc, je suis ouverte à toutes les questions. S'il y a des questions. S'il y a des questions, levez la main et j'active vos micros. Alors, je vois une question. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci pour votre intervention. J'aurais une question, alors plutôt une précision concernant la menace dont vous faisiez allusion tout à l'heure au sujet des terroristes, puisque si je ne me trompe pas, la qualification, en tout cas juridique d'AMT pour association de malfaiteurs à caractère terroriste regroupe quand même un nombre relativement important de faits. Oui. Ah. Mais quelle est la question? Non, je crois je vous ai perdu. Vous interprétiez les menaces que représente un peu la pluralité des personnes qui sont condamnées ou prévenues pour des faits d'AMT. Si vous pensez que toutes les personnes sous cette qualification étaient au même niveau de risque pour les services de renseignement? Merci. Alors, je n'ai pas entendu la totalité de votre question, mais en ayant entendu le début et la fin, je pense que j'en ai compris la teneur. Et si je réponds à côté, n'hésitez pas à me corriger. Bon, d'abord, la qualification pénale d'association de malfaiteurs terroristes, c'est la loi du 22 juillet 1996. Et c'est une incrimination pénale qui se veut relativement large. Ça permet d'aller incriminer non seulement l'auteur d'un acte terroriste, mais aussi des actes préparatoires. C'est-à-dire que ce qui est assez paradoxal en matière de lutte contre le terrorisme, sur un plan pénal, j'entends, c'est qu'on n'attend pas que l'acte ait été commis pour aller pénaliser, incriminer l'auteur, mais qu'on essaye d'agir de façon préventive. Alors ça, agir de façon préventive, le droit pénal n'aime pas trop ça. En tout cas, c'est un peu contre nature, puisque le principe du droit pénal, c'est un élément intentionnel, la volonté de nuire, mais aussi un élément matériel. Et donc, si vous n'avez encore rien commis sur le plan des attentats, comment vous incriminez? Eh bien, en incriminant un certain nombre d'actes préparatoires. Et c'est là où on rentre ensuite dans des jeux qui sont des jeux relativement subtils. Est-ce que le fait d'avoir conduit en voiture une personne qui était soupçonnée ou qui a effectivement commis des actes terroristes après que vous l'avez conduit dans votre voiture fait de vous une personne qui doit être condamnée à la prison à perpétuité, parce qu'aujourd'hui, les peines pour association de malfaiteurs terroristes criminels, vous encourez la réclusion criminelle à perpétuité. Donc, vous voyez que ces débats-là sont des débats qui effectivement se posent. Pareil pour les revenants de zones syro-irakiennes. Est-ce qu'on doit considérer que des personnes qui sont parties en zone syro-irakienne, qui n'y ont commis aucun crime de sang pour certaines d'entre elles, qui sont parties parce que sensibles à une idéologie, puis arrivant sur place, voyant que ça ne leur correspondait pas du tout et qu'il y avait un écart considérable entre la propagande et la réalité des faits, se sont empressés de retourner en France où leur situation a été judiciarisée. Est-ce que ces personnes doivent encourir la réclusion criminelle à perpétuité pour association de malfaiteurs terroristes criminels?
C'est effectivement cela, les débats. Et donc, oui, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, ayant dans notre pays considérablement durci la réponse pénale, parce que certains voudraient nous faire croire que nous serions un État laxiste en matière de terrorisme et de peine encourue par les terroristes. Moi, je les invite à regarder le quantum des peines qui sont infligées. Quand je vois que l'auteur de l'attentat terroriste manqué sur le parvis de Notre-Dame, qui a agressé un fonctionnaire de police avec un marteau, qu'il l'a manqué, le fonctionnaire de police a riposté par balle, et a blessé par balle cet assaillant, et que cet assaillant est condamné à plus de 20 années de prison pour un attentat manqué avec un marteau, on ne peut pas dire que la justice serait laxiste. Et donc, on est rentré dans un système où effectivement les peines tombent, les peines sont très dures, où il y a criminalisation systématique des personnes qui ont prêté une assistance, même parfois à des degrés très lointains, aux auteurs d'attentats terroristes et qui se retrouvent jugés devant des cours d'assises spéciales. Et ce d'autant plus que, et vous avez raison de le souligner, que les auteurs principaux des attentats terroristes djihadistes meurent parce qu'ils meurent sous les balles souvent des forces d'intervention, parce qu'ils vont rechercher la mort par la confrontation violente, et donc, étant morts, évidemment, ils ne peuvent pas être jugés, l'action pénale est éteinte. Et donc, qui va-t-on juger, qui va-t-on présenter dans le cadre des procès devant les cours d'assises spéciales, devant la cour d'assises spéciale, bien des personnes qui ont souvent eu des rôles indirects, et donc, ce qui fait dire à un certain nombre de voix, je pense notamment à celle de François Sureau, mais on peut penser aussi à d'autres, que bien, nous rentrerions dans une logique un peu de justice d'exception ou de sévérité excessive. Et effectivement, cette infraction, l'association de malfaiteurs terroristes, elle est particulièrement large, elle a été conçue comme cela. Et oui, on peut discriminer la dangerosité des personnes. En tout cas, c'est ce à quoi s'emploient leurs avocats quand ces personnes sont jugées devant la Cour d'assises spéciale. J'espère avoir répondu à votre question. Alors, comment vous souhaitez procéder, Johanna? Vous souhaitez distribuer la parole ou... Oui, je pense qu'on va faire toutes les questions, enfin toutes les mains levées d'abord et après on finira par les questions qui sont écrites, qui ont déjà été envoyées. Vous avez accès aux questions écrites ou pas du tout? Oui, je les vois. Une question de Tanguy qui me demande si je pense utile l'intégration des polices municipales dans le schéma national d'intervention. En fait, c'est pas tant que je le crois utile ou inutile pour répondre à votre question, c'est que le primo-arrivant sur un attentat terroriste maintenant devient primo-intervenant. Et donc, si le primo-arrivant est un policier municipal, il peut arriver qu'il ait à se transformer en primo-intervenant. C'est ce qui s'est passé à Nice en novembre 2020 lors de l'attentat de la basilique Notre-Dame, où effectivement ce sont des policiers municipaux niçois qui sont intervenus en premier et qui ont neutralisé l'auteur. Mais ça implique que, en tant que policier municipal, vous soyez armé d'armes létales, parce que sinon vous allez rencontrer des difficultés matérielles à pouvoir intervenir de façon appropriée, et que vous ayez reçu une formation dédiée pour cela. Sinon, vous encourez un risque qui est quand même considérable. Et dans certains cas, cette intervention des polices municipales n'est pas possible. Dans le cas de l'attentat qui a coûté la vie à Samuel Paty, son assaillant, Abdullah Anzorov, qui décapite Samuel Paty, est repéré d'abord par la police municipale, qui ne peut pas intervenir faute d'équipement adapté, et c'est donc ensuite des fonctionnaires de police nationale qui le neutralisent. Mais les polices municipales, ce sont des polices à la main des maires, et qu'il y a dans ce pays un principe de libre administration des collectivités territoriales qui fait que chaque maire est libre de fixer la doctrine de sa police municipale, donc de l'armer, de ne pas l'armer, de la limiter à une police qui soit une police plus de prévention, de contact, de stationnement, même dans certains cas, et d'autres maires font des choix qui ne sont pas les mêmes. En tout cas, la majorité des policiers municipaux est certes
équipés d'armes létales, c'est 57% au dernier relevé des compteurs, mais 57%, ça veut dire que 43% des policiers municipaux ne sont pas équipés d'armes létales. C'est donc dire qu'il y a quand même une variété des approches et des conceptions et des doctrines chez beaucoup de maires, et qu'on a des maires qui n'ont pas l'intention de voir leurs policiers municipaux aller intervenir dans le cadre d'attentats terroristes. Donc, ce sont des choix politiques, des choix de doctrine. Voilà pour ma réponse à votre question. Ensuite, j'ai une question d'un pseudo, SFDS-DSDS. Qui me pose plusieurs questions. Première question, quel regard portez-vous sur la LOPSI 2022? Je pense vous voulez dire la LOPMI, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Bon, quel regard je porte? Un regard plutôt positif. Je considère que beaucoup des orientations de cette loi sont les bonnes. Elles reprennent d'ailleurs les conclusions du Beauvau de la sécurité, qui lui-même reprend des conclusions du livre blanc de la sécurité intérieure. Et accorder davantage de moyens aux policiers, aux gendarmes, aux services de renseignement et moderniser leur action, notamment sur le champ cyber, ça me va très bien. À titre personnel, après je n'engage que moi-même, ce que je dis, c'est que c'est très bien, mais très tard. C'est-à-dire que la logique aurait voulu qu'une loi d'orientation, ça oriente l'action d'un gouvernement plutôt en début de quinquennat qu'à la fin. Et si on prend le modèle des lois de programmation militaire, elles sont examinées en début de législature, pas en fin de législature. Et donc là, aujourd'hui, on présente le 16 mars en Conseil des ministres un texte qui n'est pas examiné, qui n'est pas voté par le Parlement, et pour cause, la législature est terminée, et donc qui est une forme de promesse qui n'engage que celles et ceux qui voudront bien créditer Emmanuel Macron ce dimanche et puis dimanche dans 3 semaines de leur suffrage. Parce qu'on vous dit plus 15 milliards sur 5 ans, mais encore faut-il que le président de la République soit réélu, et encore faut-il qu'il se sente lié par ce texte qui l'a fait préparer par son ministre de l'Intérieur. Donc, ce sont les réserves que moi je mets à l'examen sur ce texte. En tout cas, sur le fond, je n'ai pas de critique majeure, je suis plutôt favorable à son contenu. Pour les services de renseignement, quelles limites avec les libertés individuelles dans cette lutte antiterroriste? C'est tout le débat. Il faudrait que nous prenions plusieurs heures pour en discuter ensemble, mais de façon concise. Lutter contre le terrorisme dans le cadre de l'état de droit, c'est le principal défi que nous opposent les organisations terroristes, c'est-à-dire il faut que nous restions ce que nous sommes, c'est-à-dire des démocraties soucieuses des libertés individuelles et des libertés fondamentales, et que nous ne versions pas dans une forme de série de mesures liberticides ou illibérales, comme on dit en sciences politiques, qui serait une forme de patriot act à la française. Et c'est ça l'enjeu, c'est ça le défi. Et que quand je vois que certains, presque par provocation, parce qu'en réalité c'est anticonstitutionnel, proposent un Guantanamo à la française, ou même que sous ce quinquennat, le gouvernement a pu s'égarer sur certains textes. Quand j'ai pu voir qu'on a proposé des assignations à résidence préventive dans le cas de mesures de police administrative, j'ai été plus qu'interloqué. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Qu'on priverait des personnes de liberté sur la base de suspicion? Ça me semble quand même très, très excessif. Ou même la loi SILT, la loi sécurité intérieure, lutte contre le terrorisme, du 30 octobre 2017, qui transforme les perquisitions administratives qui étaient prévues par la loi de 1955 sur l'état d'urgence en visite domiciliaire, donc pudiquement appelé le fait de casser la porte de quelqu'un, parce qu'une visite domiciliaire, en fait, ça veut dire qu'on vient chez vous, on défonce la porte, sur la base de mesures de police administrative. Et donc, quand on voit que l'écrasante majorité des visites domiciliaires qui ont été prises ne donnent lieu à aucune forme de judiciarisation parce qu'on ne trouve rien, qu'est-ce que cela veut dire? Que dans notre pays, sur la base d'éléments faiblement matérialisés ou pas matérialisés du tout, un préfet, sur la base de mesures de police administrative, déciderait qu'on irait casser la porte de tel ou tel, alors même qu'il existe un équivalent judiciaire qui s'appelle
la perquisition judiciaire sous le contrôle d'un magistrat qui, selon l'article 66 de la Constitution, est quand même garant de la liberté individuelle. Et pourquoi ne pas avoir recours à la perquisition judiciaire, mais plutôt à la perquisition administrative? Parce que justement, on voudrait écarter le juge judiciaire. Et pourquoi voudrait-on écarter le juge judiciaire? Parce que lui demanderait des éléments un peu plus matérialisés pour s'en prendre à une liberté individuelle qui est quand même la sacralisation du domicile des personnes. Donc oui, il y a ces enjeux-là, et la tentation, c'est de toujours restreindre, loi après loi, loi antiterroriste après loi antiterroriste, les libertés individuelles. Je prendrai un dernier exemple pour vous répondre, c'est un cas de fiction, mais qui probablement va arriver, c'est qu'est-ce qui va se passer, et c'est une question que je vous pose, le jour où une personne qui a été condamnée pour des faits de terrorisme, qui a purgé sa peine, qui est sortie de détention, qui a cessé de faire l'objet de mesures de contrôle, enfin de mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, les fameuses MICAS, parce qu'on ne peut pas les maintenir indéfiniment, pour des questions aussi de liberté individuelle. Qu'est-ce qui va se passer quand cet individu-là va récidiver? Et qu'est-ce qui va se passer quand on aura dans notre pays, parce que ça finira par arriver sans être un prophète de malheur, exactement comme pour les crimes pédophiles, une personne qui aura été doublement auteur d'attentats terroristes. Qu'est-ce que la société va dire? Qu'est-ce que la société va exiger des gouvernements? Et qu'est-ce que les gouvernements vont être capables d'opposer comme résistance au nom des libertés individuelles? Parce que sinon, on pourrait se retrouver avec de la rétention de sûreté ad vitam ou avec des mesures privatives de liberté à titre préventif. Et cela, sans plagier François Sureau, ce serait quand même vivre sans la liberté. Et ensuite, vous me posez une question, doit-on remodeler le premier cercle de la communauté du renseignement qui comporte 6 services? Vous voudriez dire qu'on devrait en faire sortir certains? Bon, c'est des gens de Tracfin qui nous regardent. Les Tracfin ou la DNRED, ce sont les plus petits services en nombre d'agents. Non, ça, je ne le pense pas. Transformer des services de deuxième cercle en premier cercle, personnellement, j'ai plutôt tendance à considérer que remplacer quelque chose qui fonctionne par quelque chose d'incertain, c'est prendre le risque de remplacer quelque chose qui fonctionne par quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Donc, j'ai plutôt tendance à dire qu'en l'état, cela me semble relativement bien fonctionner. Et ensuite, vous me posez une dernière question. La prison est-elle l'ENA du djihad? Oui, c'est ce que dit mon ami Hugo Micheron. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans la trajectoire de certains djihadistes, la case prison a été plutôt un accélérateur qu'un frein. Et ce qui interroge d'ailleurs la façon dont on prend en compte ces détenus-là et on prend en compte la radicalisation en prison. Ça ne doit pas être qu'une affaire de renseignement, ça doit être aussi une affaire de politique de réinsertion. Parce que si on a des personnes qui ressortent encore plus dangereuses que ce qu'elles sont rentrées, je pense qu'on est en échec sur le plan de la politique carcérale. Ensuite, j'ai une question de Stanislas qui nous dit: quelle a été l'efficacité de la mission Vigipirate puis Sentinelle dans la lutte contre le terrorisme? Ne pourront pas remplacer les militaires par des policiers? L'efficacité est relativement importante puisque ça a augmenté la présence sur la voie publique et donc ça a techniquement augmenté aussi le nombre potentiel de primo-intervenants. Je pense notamment à l'attentat de la gare Saint-Charles à Marseille à l'automne 2017, où ce sont des militaires de l'opération Sentinelle qui ont une action absolument décisive face à un terroriste qui s'était engagé dans un périple meurtrier. Ces militaires de l'opération Sentinelle n'auraient pas été là, ou s'ils n'avaient pas été là, on aurait probablement eu davantage de victimes. On est remplacé par des policiers. J'ai tendance à vous dire, c'est précisément parce qu'il n'y avait pas en février 2015 suffisamment de policiers et gendarmes disponibles qu'on a demandé à des militaires de l'opération Sentinelle de prêter main forte. Un coût élevé, c'est 1 million d'euros par jour quand même sur le budget du ministère des Armées, un petit peu moins aujourd'hui, mais au départ c'était quand même ce montant-là, 400 millions par an. La difficulté qu'il y a, c'est que en matière de lutte contre le terrorisme, il y a ce qu'on appelle un effet cliquet, c'est-à-dire que c'est assez facile, toutes choses égales par ailleurs, de rajouter des moyens, c'est beaucoup plus difficile de les enlever parce que le coût politique de la désescalade est très élevé. Si en tant que politique, vous dites, bon, allez, la menace est moindre, je descends le niveau de vigilance ou le volume de force, il suffit qu'il y ait un attentat pour que vos adversaires exigent votre démission en disant que vous êtes quelqu'un de très dangereux qui a dénudé ou déshabillé des dispositifs. Donc la tentation politique,
parfois un peu lâche, hein, c'est surtout de ne rien enlever. Et donc, dans le cas de l'opération Sentinelle, ça va être très délicat d'en sortir, même si c'est un peu en cours, mais on le fait avec beaucoup de discrétion, on le fait sur la pointe des pieds, parce qu'il est très difficile politiquement d'aller expliquer à des gens qu'ils ne mériteraient plus d'être surveillés ad vitam par des militaires. Donc, aller dire aux dirigeants de sites sensibles, aller dire aux directeurs d'écoles confessionnelles juives qui ont été victimes du terrorisme, aller dire à tel ou tel lieu de culte, aller dire à telle ou telle organisation, à telle ou telle personne menacée que demain, on ne la protégerait plus par des gardes statiques parce que ce ne serait pas efficace. Bon, j'aurais tendance à vous dire, c'est un peu ce qui avait été opposé à Charlie Hebdo, à qui à une époque on avait dit non, mais maintenir un dispositif statique, ça n'est pas efficace, il faut passer en dynamique. Bon, il s'avère que le passage en dynamique, ça veut dire on passe d'une garde statique permanente à des rondes. Les frères Kouachi sont arrivés au moment où le véhicule n'était pas là, il venait tout juste de passer. Donc, vous imaginez toutes les polémiques qui ont pu s'en suivre. Donc, moi, je serais assez prudent avec cela. J'ai une question de JT. JT, vous avez principalement abordé l'état de la menace terroriste djihadiste. Qu'en est-il, d'après vous, des menaces terroristes d'extrémisme politique? Elles sont très importantes. Les autres menaces, oui, le terrorisme n'est pas réductible au djihadisme. Effectivement, j'ai essentiellement parlé de djihadisme, mais il y a effectivement un terrorisme d'ultra-gauche, d'ultra-droite, qui a des visées subversives, qui est aussi suivi par nos services de renseignement. On peut penser à Rémi Daillé, qui avait quand même quelques projets mortifères. On peut aussi penser aux survivalistes, aux complotistes en tout genre, effectivement. Et c'est vrai aussi pour certaines mouvances d'extrême gauche qui sont suivies par nos services de renseignement sur le nombre d'attentats terroristes qui ont été déjoués ces 5 dernières années. C'est le chiffre d'une petite quarantaine d'attentats djihadistes, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a aussi quelques-uns, l'ordre de par an, qui concernent des mouvances ultra et notamment ultra-droite. Talel, ensuite, nous dit « Bonsoir Guillaume, merci pour cette intervention, merci à l'IHEDN Jeunes pour l'organisation de cet échange. Une question sur l'évolution de l'acte terroriste. On a vu certaines tendances se dégager, comme l'attentat multicité coordonné, oui, à Mumbai en 2008, effectivement, qu'on a revu à Paris en 2015, oui, tout à fait. On a vu une tendance des loups solitaires, notamment pousser plus d'âge. Voyez-vous une nouvelle tendance se dégager ces dernières années, ou sommes-nous dans la continuité de ces méthodes? Alors, l'imagination des organisations terroristes est un peu infinie. Ce qui est vrai, c'est que l'attentat multisite, c'est ce qui désorganise le plus les services de secours, les services d'intervention. Pour une raison très simple, c'était vrai à Mumbai en 2008, et c'était vrai aussi le soir du 13 novembre, c'est que en cellule de crise, vous avez du mal, passer l'effet de sidération, à circonscrire l'ampleur des attaques. Pour une raison toute simple, c'est que les victimes se déplacent. Et donc, quand vous êtes victime d'une fusillade, par exemple, sur une terrasse, si vous êtes encore valide, vous partez, mais vous partez blessé. Et donc, vous avez des gens qui vont s'effondrer 100 mètres plus loin, 150 mètres plus loin, être pris en compte 200 mètres plus loin. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Vous avez des gens blessés par balle, avec des blessures hémorragiques, un peu partout, disséminés, des appels qui sont des appels multiples. En plus, les bars sont souvent des angles de rue, donc les services de secours vont, pour une même attaque, recevoir des centaines d'appels, et parfois pour des victimes qui étaient les victimes d'une même attaque, mais beaucoup plus loin. Et donc, vont avoir du mal à comprendre et à serrer exactement les lieux des attaques. C'est ça la principale difficulté. Donc, ça désorganise. Ensuite, ça nécessite d'envoyer des forces d'intervention en divers lieux. Et ça, ces forces d'intervention ne sont pas extensibles. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle, le soir du 13 novembre, la BRI, qui est la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris, qui est compétente, est intervenue au Bataclan, mais le RAID avait également été mobilisé en appui, et on avait demandé au GIGN de se prépositionner à la caserne des Célestins, sur le boulevard Henri IV, dans le 4e arrondissement, dans l'éventualité où il y aurait eu un attentat multisite, enfin encore davantage de sites, parce que c'était déjà un attentat multisite. Donc ça, oui, ça fait partie des modes opératoires qui sont
bien sûr étudiés, comme d'autres très complexes. Dans le cas de Mumbai, on a aussi vu des incendies plus des prises d'otages, c'est-à-dire vous prenez en otage des gens au sommet d'un immeuble et vous incendiez le bas de l'immeuble. Ça complique considérablement les opérations de secours. On a vu des attentats en Afghanistan contre des hôpitaux, grand classique. Vous venez avec une ambulance, vous commettez un premier attentat et puis ensuite vous venez avec des ambulances remplies d'explosifs sur les hôpitaux. Les hôpitaux vous ouvrent les portes parce que pensent que vous venez amener des blessés et en fait vous faites tout exploser. On a vu des attentats aussi dits pots de miel dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous commettez un premier attentat, tous les services de secours s'y concentrent, vous venez avec une ambulance et vous faites exploser tout le monde. Donc on a vu ça dans l'autre sens. Vous désorganisez considérablement les moyens de réponse. Donc oui, il y a cela, il y a les attentats maintenant commis par des drones, donc vous mettez des petites charges explosives sur des drones et puis vous allez ensuite faire exploser cela. Bon, il y a de multiples modes opératoires. Le rôle des services contre-terroristes, c'est précisément de les étudier. En tout cas, il y a une règle, c'est que plus c'est complexe, plus c'est détectable. Donc plus c'est complexe, plus vous laissez de traces et plus nos services de renseignement sont susceptibles de vous repérer et donc de déjouer l'attentat. Ce qui est très difficile, c'est le très peu complexe par des individus très instables, parce que qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous décidez de passer à l'acte? Ça reste très difficile à déterminer, surtout quand vous êtes atteint de troubles psychiques ou psychiatriques. Sur les 22 000 fiches du FSPRT, vous avez 30% de personnes qui souffrent de troubles psychiques, 15% de troubles psychiatriques, de troubles psychiatriques sévères, comme des névroses ou des psychoses. Et là, ça devient très difficile de dire d'une personne qui est malade à quel moment elle va passer à l'acte avec peu ou pas de moyens. Question de Jean-Baptiste ensuite. Bonsoir, merci de votre intervention. Entends beaucoup parler de cybersécurité au regard des grands invariants que vous évoquez pour le terrorisme, notamment le recours à la violence, la volonté de créer une forme de cyberagent. Peut-on, selon vous, parler d'un cyberterrorisme? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on peut parler d'un cyberterrorisme à plusieurs égards. Vous pouvez considérer que le monde numérique est un monde étanche et que le monde physique est un monde étanche et que donc il y a des attentats physiques dans le monde physique et des attentats numériques dans le monde numérique. Donc un acte de cyberterrorisme dans le monde numérique, ça pourrait être la destruction d'une infrastructure numérique, mais qui peut avoir des conséquences majeures quand il s'agit d'une infrastructure numérique d'opérateurs d'importance vitale, par exemple. Donc, on peut tout à fait avoir du cyberterrorisme dans un monde qui est virtuel, attaque virtuelle dans un monde virtuel. Ensuite, on peut chercher par des attaques numériques à avoir des effets qui provoquent la mort dans le monde physique. Exemple très simple, dans le cadre des villes intelligentes, des smart cities, comme on dit, maintenant, on numérise tout et on gère tout dans un lieu d'hypervision unique. Par exemple, on gère les carrefours à feu, les carrefours avec les feux tricolores. Bon. Vous imaginez ce qui peut se passer si demain, une organisation terroriste, via des hackers, prend la main sur les carrefours à feu. Vous allez provoquer des accidents de la route, etc. Vous aurez tué des tas de gens. Ou prend la main sur de l'IoT dans un hôpital. Bon, si vous commencez à dérégler le goutte à goutte de certaines substances chez quelqu'un, chez un patient, vous pouvez là aussi avoir ce type d'effet. Donc, il y a bien sûr la destruction d'infrastructures numériques dans le monde numérique, mais il y a aussi le recours à des outils numériques pour avoir des effets physiques bien réels. Et donc, oui, ça, c'est pris en compte, bien sûr, par nos services de renseignement. Question de Paul-Louis Morat. Nous sommes confrontés depuis plusieurs années, essentiellement au phénomène du loup solitaire en France. Quelles autres formes de terrorisme pourraient se matérialiser? Alors, le phénomène du loup solitaire, moi, j'aurais quelques préventions parce que si ce sont des entreprises individuelles terroristes, les enquêtes montrent que les auteurs sont rarement isolés. C'est-à-dire que même s'ils agissent seuls, même si on est sur une forme de terrorisme endogène, de ce que Gilles Kepel appelle le terrorisme d'atmosphère, c'est-à-dire en fait des individus qui vont être en rupture à un moment donné, puis vont décider de passer à l'acte et vont le faire seuls. Les enquêtes montrent qu'il y a toujours autour des personnes soit qui incitent, soit qui aident, soit les deux à la fois. Et donc, on peut difficilement, dans ce cadre, parler de loup solitaire. Et donc, tout ça pour dire que parmi les nouvelles formes de terrorisme, oui, il y a
la cyber, mais la cyber, c'est un moyen, c'est un mode opératoire plus qu'une forme de terrorisme en soi, sauf à considérer que c'est un terrorisme numérique qui vise l'infrastructure numérique. Et après, il y a toutes les autres organisations d'ultra-droite, d'ultra-gauche, dont il ne faut pas non plus minorer l'action subversive et le risque qu'elles font courir pour nos institutions, pour aussi la cohésion de la nation, etc. Je crois que j'ai épuisé le stock de questions ouvertes dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a deux mains levées, donc je vais donner la parole à Émile pour le coup, pour qu'il puisse nous poser sa question. Attendez. Je pense que oui. On joue avec mon micro marche, donc sinon coupez-moi. Alors vous avez mentionné la nécessité d'une lutte contre le terrorisme au moyen d'une politique publique multi-institutionnelle, si je puis dire. Les préfectures jouent un rôle important en la matière, et vous l'avez souligné avant, notamment en matière de prévention de passage à l'acte. Je voulais savoir si vous pouviez nous donner peut-être un aperçu plus complet de cette mission des préfectures en matière de lutte contre le terrorisme, et peut-être connaître votre avis aussi sur la question pour savoir s'il faudrait leur donner peut-être plus d'avantages en la matière pour pouvoir conduire une lutte contre le terrorisme plus ciblée, si je puis dire. Je vous remercie. Merci pour votre question. En fait, le rôle des préfectures, c'est un rôle de coordination locale de multiples acteurs. En fait, sous Bernard Cazeneuve, une fois que Bernard Cazeneuve est ministre de l'Intérieur, bon, on est dans les années 2014, 2015, 2016, c'est la période où il y a un nombre élevé d'attentats terroristes et où les premières politiques publiques de lutte contre la radicalisation se mettent en place. Et très vite, Bernard Cazeneuve acquiert la conviction que ce sera de façon déconcentrée que l'on aura des résultats, c'est-à-dire que dans les territoires, département par département, on mette autour de la table les différents acteurs qui ont à en connaître et que donc, notamment, on mette en place des comités de suivi avec policiers, gendarmes, acteurs des services de renseignement, des services de justice, tout ça autour du préfet, pour faire le point sur certains cas qui sont jugés plus particulièrement problématiques. Et ça porte ses fruits. Maintenant, la limite à cela, c'est la question des moyens et c'est la question de la constance. On y revient. C'est assez chronophage. Ça demande quand même du temps de se réunir à échéances très régulières autour du préfet ou de son représentant pour évoquer un certain nombre de dossiers ou de cas sensibles. Et la mise en place de mesures de surveillance est consommatrice en effectifs, notamment au sein des services de police et de gendarmerie et de renseignement, puisque la menace dite de bas de spectre, c'est l'affaire du service central du renseignement territorial avec les moyens qui sont les siens. Et donc, les préfets sont souvent contraints à des arbitrages qui peuvent parfois être très durs, de dire, bon, un tel, on va peut-être lever un peu le pied sur les mesures de surveillance pour redéployer des moyens sur un tel. Mais sur la base de quoi? Alors, sur la base des infos qui vous remontent, mais c'est une science inexacte et donc vous êtes constamment sur un fil. Donc c'est difficile, mais c'est essentiel. Alors, à ces comités de suivi en préfecture ont été rajoutés sous le quinquennat d'Emmanuel Macron dans le cadre des politiques publiques de lutte contre la radicalisation qui ont été initiées notamment par Édouard Philippe quand il était Premier ministre. D'autres comités, alors sans faire dans la comitologie, on a aussi des comités qui suivent un peu les activités associatives dans les villes, notamment parce qu'il a été mis à jour que, hélas, certaines associations peuvent être aussi l'antichambre de l'idéologie djihadiste et que sous couvert de sensibiliser à la théologie, en fait, on faisait l'apologie du terrorisme, que sous couvert de pratiquer le sport, en fait, on priait davantage qu'on ne faisait d'exercice physique, sous couvert de ceci, on faisait en réalité cela. Et donc, ce suivi du tissu associatif, mais à un niveau assez fin, il doit aussi être mené dans les territoires, sous l'égide des préfets. Ça demande encore des moyens. Et puis, on a dans ce pays un comité interministériel de prévention de la radicalisation qui œuvre aussi aux côtés du CLAT, etc. Mais tout cela
consomme des ressources et tout cela nécessite de maintenir des efforts dans la durée. Et va venir le moment fatidique où la question va se poser de savoir s'il faut poursuivre. Parce que viendra le moment assez naturel, on va dire, bon, après tout, bon, il n'y a pas eu d'attentat meurtrier sur la voie publique en 2022 pour le moment. Au début de l'année, en 2021, il n'y en a eu qu'un seul. Alors, sans insulter la mémoire de Stéphanie Montfermé, certains vont dire, bon, voilà, c'était qu'une victime. Alors, est-ce qu'il faut, pour prévenir une seule victime, maintenir de tels moyens? Et donc, à chaque fois, la question va se reposer en ces termes. Il appartient à la fois aux politiques de résister en disant non, non, on maintient, et aux citoyens de dire attention, si on baisse la garde, on pourrait aller au-devant d'attentats. Voilà. Mais ce sera cet arbitrage-là qu'il faudra mener. Ce sont des politiques qui fonctionnent plutôt bien, mais elles fonctionnent plutôt bien parce qu'on y met des moyens et que pour l'heure, on ne retire pas ces moyens. Le pire ennemi d'une politique publique, c'est l'inconstance. Donc, si demain on retirait ces moyens ou qu'on les amoindrissait, on retomberait sur des attentats qui seraient, je le crois, plus nombreux. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, pour le coup, il nous reste une dernière main levée. Je laisse la parole à SFX. Oui, bonjour messieurs, merci beaucoup pour votre présentation. Alors, je voulais revenir sur un des points que vous avez abordés au cours de cette présentation, justement, notamment dans quelle mesure on pouvait considérer le meurtre d'Ivan Colonna comme un acte de terrorisme au regard de votre typologie des invariants de ces actes, notamment des deux derniers points que sont la portée psychologique et médiatique et politique. Merci. Dans le cas particulier d'Ivan Colonna, quelle que soit la victime, on ne peut pas dire que parce qu'on est face à un homme qui a été condamné de façon définitive par la justice française pour l'assassinat d'un préfet, qui en fait, lui aussi condamné quelque part pour des faits de terrorisme et de violence politique, indépendamment de la victime, cela reste un acte terroriste. Ce n'est pas parce que la victime a été condamnée pour assassinat qu'on ne considérerait pas qu'il s'agit là d'un acte djihadiste. Sur quel fondement? D'abord, qui est l'auteur? L'auteur est un homme qui est détenu et qui a été condamné pour des faits de terrorisme djihadiste. Premier élément. Deuxième élément, il ressort des premières investigations que le motif, le mobile, est à caractère religieux, c'est-à-dire que en garde à vue, l'auteur dit que Ivan Colonna aurait tenu des propos blasphématoires et que donc c'est pour cette raison-là que Dieu lui aurait parlé à l'auteur et que Dieu aurait guidé sa main pour étrangler Ivan Colonna, lui mettre un sac plastique sur la tête, l'étouffer, enfin bon, bref, passe les détails des 8 minutes 45 secondes absolument sordides, lors desquelles Ivan Colonna a agonisé. Mais en tout cas, on est face à un homme qui est connu pour des faits djihadistes et qui tue au nom de la religion. Bon, ça entraîne la saisine du parquet national antiterroriste qui ouvre une enquête du chef d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Ce qui fait qu'on décompte académiquement Ivan Colonna comme une victime du terrorisme djihadiste. Alors des attentats djihadistes en prison, il y en a déjà eu, à la prison de Condé-sur-Sarthe, notamment en 2019, tout début 2019, dans une unité de vie pour les familles, où là, un détenu radicalisé et sa compagne, qui était parvenu, sa compagne, à introduire des couteaux en céramique, notamment, et ils s'en sont pris violemment aux gardiens de prison, enfin, aux agents d'administration pénitentiaire, ils ont blessé d'ailleurs assez sévèrement pour un d'entre eux. Et donc, voilà, c'est pour ça que le meurtre d'Ivan Colonna est décompté comme tel. Après, si on ne décompte que les attentats terroristes meurtriers sur voie publique, oui, la dernière victime, c'est Stéphanie Montfermé. Mais bon, indépendamment des débats sur le décompte macabre, tous les ans, depuis 2015 et de façon ininterrompue, ça fait 7 ans, le djihadisme tue. Voilà. Et donc, quand vous êtes dans ces circonstances-là, chaque attentat terroriste meurtrier vous rappelle que
la menace reste une menace présente, reste une menace élevée, parce que sinon, qu'est-ce qui vous le rappelle? Les attentats déjoués par les services de renseignement, mais c'est très faiblement médiatisé. En fait, on ne parle des services de renseignement que quand un attentat a réussi. Pour le dénoncer, le manquement supposé, mais en réalité, on ne valorise pas assez, je pense, l'action discrète, parfois secrète, mais néanmoins très efficace, qui consiste à tous les 2 mois en moyenne déjouer un attentat. Voilà. C'est surtout ça. Donc, j'ai mentionné Yvan Colonna parce que pour l'heure, en 2022, ça reste la dernière victime et la dernière enquête, en tout cas ouverte, du chef d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste par le parquet national antiterroriste. Merci beaucoup. Je vous en prie. On a épuisé les questions après 1h15 d'échange. Eh ben, nous avons eu 2 nouvelles questions par écrit. Alors, les questions. Alors, j'en vois 3 moi-même. SFDS, de nouveau. Y a-t-il un pays en démocratie libérale qui a réussi à créer un modèle de déradicalisation efficace? J'aurais tendance à dire non. La nuance que j'y mets, c'est ce qu'on appelle déradicalisation. C'est-à-dire que déradicaliser, ça voudrait dire sonder les cœurs et les reins. Ça c'est Dieu qui fait ça, pour ceux qui sont croyants. En tout cas, ce que je veux dire, c'est sonder les âmes. Qu'est-ce qui fait que vous êtes déradicalisé après avoir été radicalisé? C'est du déclaratif. Bon, voilà. Ce qui compte, c'est pas tellement qu'une personne soit déradicalisée. D'ailleurs, on a eu un centre de déradicalisation en France, à Pontorny. Ça a été un échec total parce que déradicalisé, c'est sur la base d'un choix volontaire. C'est quelqu'un qui se considère radicalisé, donc ayant des pensées radicales, et qui dit aidez-moi, déradicalisez-moi, soignez-moi. Mais ce n'est pas une pathologie, la radicalisation, ce n'est pas une addiction non plus. C'est l'adhésion à un projet politique violent. Et donc, pour moi, le seul critère, ce n'est pas je suis radical, je ne suis plus radical. Ça, on est dans l'ordre de la psyché. Pour moi, c'est est-ce que sur le plan des actes, vous êtes violent, vous cessez d'être violent. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que les gens soient radicaux ou pas radicaux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en tant que citoyen, c'est qu'ils soient non violents. Donc, si quelqu'un a une pratique rigoriste de sa religion et qui considère que cette pratique commande qu'il ait des privations alimentaires et un recours à la prière multi-quotidien, libre à lui, tant qu'il n'est pas violent. Ce qui compte, c'est la violence. Et donc, le sujet, ce n'est pas déradicaliser au sens de transformer une posture mentale. Le sujet, c'est comment faire redescendre le niveau de violence chez des individus qui le sont. Et ça, je vous invite à lire des travaux qui ont été faits assez récemment sur les profils sociologiques des détenus condamnés pour des faits de terrorisme et radicalisés en détention. Et vous verrez que vous avez beaucoup d'individus, comme toujours, qui sont en situation de fragilité sociale extrême, qui ont grandi dans des familles monoparentales, qui sont illettrés pour certains, qui ont des soucis d'insertion professionnelle, enfin bon, bref, tous les problèmes, toutes les fragilités classiques, et chez qui la violence s'est substituée à tous les autres modes d'expression. Et donc, il y a un travail à faire sur faire baisser en fait l'agressivité, plus que déradicaliser. Donc, oui, il y a des expériences scandinaves, si c'est à cela que vous faites allusion, mais quand on les regarde dans le détail, on voit quand même que ceux qui les mènent s'attachent avec beaucoup de moyens et un certain succès à faire baisser en fait le niveau de violence. Moi, je crois que c'est surtout ça à quoi il faut s'employer, plus que de savoir si des personnes abandonnent, oui, non, une idéologie, si elles sont dans la dissimulation, si elles ont tenté de tromper. Enfin, non, en fait, ce qui compte, c'est à quel moment les gens cessent d'être violents et à quel moment on fait redescendre leur niveau de violence, mais ça nécessite un accompagnement important en milieu carcéral, avec des moyens et aussi sans moquerie, sans dénigrement, parce que quand j'ai vu que dans certaines prisons, on avait tenté la médiation animale pour faire baisser le niveau de violence de détenus condamnés pour des faits de terrorisme radicalisés, en clair, on leur filait un lapin et on leur demandait de prendre soin du lapin. Et on voyait qu'il y avait d'excellents résultats, parce que le contact avec l'animal, le fait de prendre soin, de recréer de l'empathie. Alors, ça peut paraître naïf face à des individus qui ont été condamnés pour des faits de terrorisme. Ça a valu des moqueries que j'ai trouvées personnellement très injustes de la part
des membres de l'administration pénitentiaire qui avaient tenté cela. Mais il faut aller sur cette voie-là. Sinon, qu'est-ce qu'il reste? Il reste les discours excessifs et outranciers de ceux qui vous disent si c'était moi, vous verrez ce que vous verrez, ces gens-là seraient enfermés 24 heures sur 24 et ne sortiraient pas. Bon, une fois qu'on aura aggravé leurs troubles mentaux en les désocialisant complètement, qu'est-ce qui va se passer? Dans le cas de Salah Abdeslam, je vous rappellerai qu'au départ, il était dans des mesures d'isolement tellement strictes qu'un rapport du ministère de la Justice avait établi qu'il ne serait même plus en capacité d'être jugé sur le plan mental et que donc ces conditions de détention étaient assouplies. Parce qu'un humain reste un humain, donc après vous pouvez avoir tous les discours les plus durs que vous voulez, si vous le poussez vers l'inhumanité, vous ne ferez plus revenir après. Hein. Donc c'est surtout cela. Donc, tout ça pour dire que pour moi, ce qui compte, c'est que les personnes soient moins violentes. Ça nécessite des politiques qui sont des politiques, là encore, de temps long, avec des moyens, avec des résultats incertains. Mais c'est aussi accepter la part de complexité de ces sujets, que sont les sujets de radicalisation et de terrorisme, et de ne pas céder aux explications simplistes et aux propositions réductrices. Vous savez, en cette matière, s'il y avait des solutions simples, ça fait très longtemps qu'elles auraient été trouvées et mises en œuvre. En réalité, c'est un problème complexe. Et comme tout problème complexe, il appelle des réponses qui sont des réponses complexes. Et donc, toutes celles et ceux qui, dans le débat public, crient très fort en disant qu'ils ont la vérité, ils ont les solutions et qu'ils sont plus intelligents que d'autres et qu'avec eux, ça irait tout de suite beaucoup mieux, ce sont des gens qui parlent très vite et qui ont peu pensé. Et en réalité, quand on regarde ces sujets de façon intime, qu'on s'y intéresse de façon précise, on se rend bien compte qu'on est face à la complexité d'un phénomène qui tient aussi à la complexité de la psychologie humaine et qu'en la matière, ça doit appeler à de l'humilité, à de la modestie et à des politiques qui sont des politiques de temps long. Voilà. Alors, c'est pas très vendeur, le temps long. Ce sont des résultats qui ne sont pas toujours acquis, mais néanmoins, il n'y a malheureusement que cela. Et faire croire ou laisser à croire qu'on parviendrait à des résultats très rapides en ayant des méthodes très brutales, ça ne marche pas. Ça flatte les bas instincts. C'est peut-être propice pour gagner une élection ou s'attirer des votes ce dimanche, mais sur le terrain, je peux vous garantir une chose pour observer ce qui s'y passe depuis maintenant une décennie, c'est que les résultats ne seront de toute façon pas au rendez-vous. J'avais encore une question de Damien. Bonsoir, merci pour cet exposé. Au sein de la sécurité civile, une très grande attention est portée au risque NRBCE, notamment pour la Coupe du monde de rugby, Jeux olympiques. Quel est l'état de la menace terroriste dans ces domaines? Sur le NRBC ou même le bactériologique, le chimique, le radioactif, etc. Alors, ça fait très peur parce que le risque est très élevé, évidemment, si des terroristes venaient à s'emparer de souches virales, bactériennes ou même de produits, de substances radiologiques, chimiques, on peut bien imaginer ce qu'ils en feraient. Moi, j'en reviens aux fondamentaux. Je ne dis pas que la menace est faible, loin de là, et puis ce n'est pas moi, enseignant-chercheur, qu'il appartient de la caractériser. Mais ne perdez jamais de vue que plus c'est complexe, plus c'est détectable, et donc moins c'est probable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de probabilité, mais ça veut dire que c'est quand même très difficile. Prenez le cas des attaques virales ou bactériologiques. Ça voudrait dire qu'une organisation terroriste parviendrait à se rendre au sein de l'Institut Pasteur, parviendrait à y dérober des souches virales parmi les plus dangereuses, parviendrait à les conserver et parviendrait enfin à les inoculer. Ça fait quand même beaucoup. C'est quand même très lourd. C'est quand même plus facile de se procurer une Kalachnikov et d'aller tirer à vue dans un centre commercial. Et donc, n'oubliez pas que les auteurs d'attentats terroristes recherchent souvent la facilité, l'efficacité entre guillemets maximale et surtout de ne pas être détecté. Donc, tout ce qui est de l'ordre du très complexe, forcément, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y préparer. Mais ça veut dire qu'on est quand même sur un niveau de sophistication qui, fort heureusement, n'est pas celui de tous les terroristes auxquels on a eu affaire. On a quand même des terroristes qui, même pour les attentats les plus complexes, commettent des erreurs lourdes, qui font qu'on arrive à les retrouver, on arrive parfois à déjouer les attentats. Dans le cas des attentats du 13 novembre,
faut voir à quoi ça tient, la localisation d'Abdelhamid Abaoud, à des baskets orange. Mais, et puis, des gens qui, dans certains cas, sont dans une forme d'impréparation, de bricolage. Je veux dire, Abdelhamid Abaoud qui se réfugie dans un buisson à Aubervilliers, au départ, à la sous-direction antiterroriste et à la direction générale de sécurité d'Anna, personne n'y croit, parce qu'on se dit, mais comment l'homme qui vient de commettre les pires attentats de l'histoire de la Ve République peut être dans un buisson à Aubervilliers? Si, dans un buisson à Aubervilliers, en vivant comme un va-nu-pied, à boire des bouteilles de soda et en mangeant des restes de McDo, bah oui, mais parce qu'il y a une part aussi d'amateurisme, il y a une part d'impréparation. Il ne faut pas voir le terroriste comme un individu nécessairement toujours rationnel et faisant toujours les meilleurs choix tactiques. Il y a une part d'erreur. Et donc, sur le NRBC, c'est très sophistiqué, donc en fait très complexe à réaliser. Question de Mathilde. Bonsoir. Dans quelle mesure le terrorisme djihadiste interroge notre rapport à la laïcité? Doit-on faire évoluer ce principe pour contribuer à la lutte antiterroriste? C'est là aussi un très vaste sujet. C'était celui notamment de la loi confortant le respect des principes de la République, qui a fait suite à l'assassinat terroriste de Samuel Paty, considérant qu'il y avait des choses qui se jouaient dans le séparatisme, dans le djihadisme, que dans certains cas, l'islamisme pouvait être l'antichambre du djihadisme. Alors, notre rapport à la laïcité, si c'est pour tordre ce principe et considérer que dans les sociétés anglo-saxonnes, parce qu'il y aurait plus de libéralité ou plus de libéralisme, de ce point de vue que nous serions trop rigides par rapport à d'autres, à commencer par les Britanniques, qu'on encourrait un risque terroriste moindre, les attentats de 2005, comme ceux qui ont été perpétrés en 2017, puis plus tard aussi en Grande-Bretagne, essentiellement en 2017, montrent que ce n'est pas dans l'organisation du rapport au culte qu'on trouve forcément une parade contre les attentats djihadistes. Les Britanniques ont été frappés de façon assez significative dans le quartier de Borough Market, à Manchester, à Londres de multiples reprises, à Reading, démultiplier les communes britanniques où il y a eu des attaques au couteau, des attaques à l'explosif. Mais en tout cas, en tout cas, moi je ne pense pas que c'est en s'inspirant du modèle de société britannique qu'on serait mieux paré contre le terrorisme. Je crois surtout que la laïcité, qui est en fait un beau concept pour prôner la coexistence des cultes dans l'enceinte de la République, et qui est en fait un concept de liberté. D'abord, la laïcité, ce sont des mesures de protection des cultes contre les religions d'État, parce qu'il faut voir comment vivent les cultes minoritaires dans des pays où il y a une religion d'État. En fait, très mal, ils sont brimés. Je crois que c'est cela, d'abord, la laïcité, et que notre laïcité à la française, c'est une promesse de coexistence pacifique des cultes. C'est certainement pas un paravent contre un culte en particulier, et singulièrement le culte musulman, comme certains voudraient le dévoyer. Et quant au djihadisme, c'est pas tellement un rapport à la laïcité. Ce sont des individus qui ont embrassé une idéologie complètement mortifère, qui ont dévoyé l'islam et qui frappent indistinctement les citoyens, y compris des citoyens musulmans, y compris des citoyens français d'origine maghrébine, d'origine africaine, d'origine asiatique, indistinctement des origines, indistinctement des croyances. Regardez qui sont les victimes de Mohamed Merah, regardez qui sont même les premières victimes de Mohamed Merah. Et donc, en fait, vous vous rendez compte que les musulmans de France ne sont pas plus épargnés que d'autres. C'est pas vrai. C'est encore une fois ceux qui veulent stigmatiser, diviser et qui veulent le laisser croire. Les musulmans sont frappés au même titre que les autres citoyens. Et le terrorisme djihadiste est un terrorisme indistinct. Et s'il y a bien une différence entre Al-Qaïda et Daesh, c'est que même Daesh a poussé très loin le concept d'apostasie, ce qu'ils appellent le takfir, c'est-à-dire le fait de pouvoir s'en prendre en tant que musulman à d'autres musulmans. Et d'ailleurs, Daesh a fait plus de victimes musulmanes que de victimes dans n'importe quel autre culte, pour des raisons qui tiennent aussi à des considérations géographiques et spatiales. Voilà pour votre question. On a épuisé les questions? Je pense que là, oui, on a fait le tour. Bon.
Très bien. Eh bien, dans ce cas, je souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Merci pour ce temps d'échange. J'espère que ça a pu bien introduire vos travaux sur les questions de terrorisme. Et puis je vous souhaite des travaux très, très fructueux et le meilleur pour cette association des jeunes de l'IHEDN qui, depuis 96, en tout cas pour ma part, je la côtoie depuis maintenant 14 ans, pas depuis 96, et à chaque fois, je suis toujours épaté par la qualité des travaux. Donc, bravo à vous, longue vie et bons travaux à venir avec les autres intervenants sur cette thématique de la lutte contre le terrorisme. Un grand merci à vous, Guillaume, pour votre intervention de ce soir. Bonne soirée. Bonne soirée à vous tous.